Ce jour-là, la marine américaine a subi une humiliation mondiale, pas à cause d'un missile balistique ni d'une torpille d'un sous-marin. Ce qui a fait plier la plus grande puissance navale de l'histoire, c'est un cargo de taille moyenne. 36 000 tonnes, battant pavillon d'un pays sans côte ni flotte reconnue, équipé d'un leurre GPS capable de créer un fantôme sur tous les écrans de la première armée du monde. Pendant que 15 navires de guerre américains se tenaient à l'entrée du détroit d'Ormuz et que 10 000 soldats étaient en alerte maximale, le président des États-Unis affirmait sur les réseaux sociaux que la marine stopperait tout navire. Pourtant, ce cargo a poursuivi sa route, sans bruit, sans incident, sans être arrêté. Avant d'aller plus loin, laissez-moi me présenter. J'ai passé des années dans le renseignement militaire au sein des Marines. J'ai participé à des réunions où l'on élaborait des scénarios de blocus et des stratégies d'interception. Ce qui s'est passé dans le détroit d'Ormuz entre le 14 et le 15 avril 2026 dépasse le simple embarras diplomatique. C'est une défaillance stratégique majeure, un événement qui finira dans les manuels des écoles de guerre, non pas comme un modèle à suivre, mais comme l'illustration d'un gouffre entre une déclaration politique et la capacité réelle à l'imposer sur le terrain. Restez avec moi. Ce que je vais vous exposer dans les prochaines minutes, c'est ce que la plupart des grands médias ont raté, édulcoré ou refusé d'analyser honnêtement. Quand vous aurez tout entendu, vous comprendrez pourquoi un seul bateau, le Rich Star, révèle plus sur les véritables limites de la puissance américaine que n'importe quel rapport de la CIA ou audition au Congrès de ces 10 dernières années. Commençons par la géographie, car la géographie, c'est le destin. Washington a largement sous-estimé ce que la géographie indique ici. Le détroit d'Ormuz mesure 34 kilomètres à son point le plus étroit. 34 kilomètres. À travers ce goulet s'écoule chaque jour 20% de l'ensemble du pétrole consommé sur la planète. Pas seulement 20% du pétrole moyen-oriental, mais 20% de tout le pétrole brûlé quotidiennement par l'humanité. Les économies du Japon, de la Corée du Sud, de la Chine, de l'Inde, qui abritent près de la moitié de la population mondiale, dépendent de ce qui passe par ces 34 kilomètres. J'ai étudié les points d'étranglement maritime toute ma carrière. Le détroit de Gibraltar, le Bosphore, Bab el-Mandeb. Aucun ne concentre autant de puissance économique brute que le détroit d'Ormuz. Celui qui contrôle ce passage détient un robinet d'oxygène pour la civilisation industrielle moderne, et l'Iran le sait depuis toujours. Ses eaux territoriales s'étendent directement sur les deux couloirs de navigation du détroit. Chaque navire qui traverse le détroit d'Ormuz, qu'il soit pétrolier, porte-conteneurs ou bâtiment de guerre, passe dans les eaux territoriales iraniennes. Ce n'est pas une métaphore, c'est le droit maritime international. Téhéran a consacré 4 décennies à s'assurer que chaque grande puissance mondiale comprenne ce que cela implique. Le 28 février 2026, les forces américaines et israéliennes lancent une offensive contre l'Iran. La justification de ces frappes est un sujet complexe, mais ce qui importe ici, c'est la réaction de l'Iran. Cette réponse a provoqué une onde de choc sur tous les marchés pétroliers mondiaux. L'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, pas de manière symbolique, mais presque totalement. Le trafic, qui comptait environ 138 navires par jour avant le conflit, s'est effondré. En une nuit, les prix de l'essence ont explosé en Europe et des pénuries ont été signalées dans les stations-service asiatiques. Les primes d'assurance maritime ont atteint des sommets historiques. L'économie mondiale, déjà fragile, a commencé à vaciller. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le renseignement, comprenez qu'une fermeture du détroit d'Ormuz a des implications stratégiques majeures. Ce n'était pas une décision improvisée. L'Iran a préparé ce scénario pendant des décennies. Les infrastructures pour fermer le détroit, les missiles anti-navires,
Les vedettes rapides, les capacités sous-marines et la doctrine de minage ont été soigneusement élaborées pour le moment où Téhéran jugerait que le coût de maintenir le détroit ouvert serait supérieur à celui de le fermer. Ce qui s'est produit fin février n'était pas une surprise, mais un plan exécuté avec précision. Pendant les semaines suivantes, les diplomates se sont activés, des canaux secrets se sont ouverts. Les États-Unis et l'Iran ont engagé des négociations difficiles à Islamabad, le lieu le plus neutre convenu, cherchant une solution pour rouvrir le détroit sans que l'un ou l'autre ne doive céder publiquement. Le 12 avril, le vice-président américain J.D. Vance a quitté ces pourparlers sans accord. Pas de cadre, pas de sortie honorable. Les négociations se sont effondrées. Quelques heures plus tard, Donald Trump a réagi en annonçant un blocus naval. Ce n'était pas un blocus d'un petit État, mais de l'une des voies maritimes les plus stratégiques au monde. 15 navires de guerre et 10 000 militaires ont été déployés pour intercepter tout navire tentant d'entrer ou de sortir des ports iraniens. Réfléchissez à ce que cela signifie. J'ai observé ce type d'annonce politique tout au long de ma carrière et je sais ce qui suit. La déclaration est faite. Les communiqués sont diffusés. Les marchés réagissent. Les alliés passent des appels nerveux. Puis, ceux qui doivent de mettre en œuvre la décision, les commandants navals, les officiers de renseignement, commencent à réaliser l'ampleur du problème. Et ce problème n'était pas minime, il était structurel. Avant d'y arriver, examinons la réaction mondiale, car elle est cruciale. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a qualifié la fermeture du détroit de profondément préjudiciable. La présidente de la Commission européenne a évoqué une perturbation sévère du commerce mondial. Londres a convoqué en urgence une coalition de plus de 40 nations appelant à une mission multinationale pour rétablir la liberté de navigation. Voici un détail qui devrait vous interpeller. L'Arabie saoudite, principal allié américain dans le Golfe, a discrètement commencé à faire pression sur Washington pour lever le blocus et retourner à la table des négociations. Riyad était terrifié, et pour des raisons parfaitement rationnelles. Si l'Iran répondait au blocus américain en élargissant sa fermeture jusqu'au détroit de Bab el-Mandeb, à l'extrémité sud de la mer Rouge, les exportations pétrolières saoudiennes ne ralentiraient pas, elles s'effondreraient. Les Saoudiens observaient un président américain prendre une décision menaçant la survie économique du royaume. Gardez cela en tête la prochaine fois qu'on vous dira que les États du Golfe soutiennent sans réserve Washington dans ce dossier. Ce n'est pas le cas, pas sur celui-là. Maintenant, concentrez-vous, car c'est ici que l'histoire bascule de la géopolitique vers le travail de terrain. Ce que je vais décrire est impressionnant d'un point de vue technique du renseignement, même si cela me met hors de moi concernant les lacunes de la planification stratégique américaine. Le blocus a officiellement débuté le lundi 14 avril à 15 heures, heure universelle. Le commandement central américain, le CENTCOM, a publié une déclaration formelle. Dans cette déclaration, une phrase cruciale attendait les architectes du plan de transit du Rich Star. Elle stipulait que les forces du CENTCOM n'entraveraient pas la liberté de navigation pour les navires traversant le détroit vers des ports non iraniens. 3 mots. Ces mots représentent la brèche par laquelle un pétrolier malawite, équipé d'un système de leurre AIS et appartenant à des propriétaires chinois, allait passer sans encombre. Présentons le Rich Star, car comprendre ce navire, c'est saisir l'architecture que l'Iran et la Chine ont mise en place pour neutraliser la pression américaine. Le Rich Star est un pétrolier à moyenne portée, pesant 36 000 tonnes, construit en 2018. Initialement nommé Full Star, il a été sanctionné en 2023 par l'Office of Foreign Assets Control du Trésor américain pour avoir aidé l'Iran à contourner les sanctions énergétiques. Sa structure de propriété complexe à démêler remonte à la Shanghai Shuan Shipping Company.
propriété chinoise, équipage chinois, route de fret chinoise. Ce navire a passé des années à perfectionner l'art de ne pas être localisé. Durant mes années dans le renseignement, j'ai observé les soviétiques mener des opérations de déception sophistiquées. Ce que représente ce navire, c'est cette même doctrine appliquée aux opérations maritimes commerciales, affinées par des praticiens experts. Voici un élément du puzzle que les grands médias ne vous expliquent pas correctement. Le pavillon flottant au mât du Rich Star, lorsqu'il était dans le Golfe, était celui du Malawi. Le Malawi, un pays enclavé du sud-est africain, sans côte ni port maritime, et qui n'a officiellement aucun registre pour les navires de haute mer. Le pavillon malawite sur le Rich Star n'est pas une simple formalité administrative. Ce n'est pas une mesure d'économie d'un armateur cherchant à réduire ses frais d'immatriculation. C'est une fiction délibérément choisie et soigneusement construite. En droit maritime, sans état du pavillon légitime, il n'existe aucun gouvernement ayant juridiction sur le navire, aucun pays pouvant être soumis à des pressions diplomatiques pour le rappeler, aucun cadre conventionnel régissant son comportement. C'est, au sens le plus précis du terme, un navire fantôme, un bâtiment portant un costume conçu pour le rendre invisible aux yeux de la loi internationale. Mais ce pavillon, aussi impressionnante soit la tromperie, est presque l'élément le moins sophistiqué de ce que faisait ce navire. Entre le 3 et le 14 avril, ces 11 jours précédant directement l'entrée en vigueur du blocus, le Rich Star menait une opération qui devrait sérieusement préoccuper chaque agence de renseignement occidentale. Il falsifiait son signal AIS de manière professionnelle. Le système AIS, pour identification automatique, est l'équivalent maritime du transpondeur d'un avion commercial. Chaque navire commercial est légalement tenu de diffuser continuellement sa position, sa vitesse et sa destination. Les autorités portuaires, les forces navales, les analystes du secteur maritime et les compagnies d'assurance l'utilisent. C'est la couche de données fondamentale sur laquelle repose l'ensemble de l'infrastructure mondiale de suivi maritime. Et pendant 11 jours consécutifs menant au blocus, le Rich Star diffusait une position qui n'était pas la sienne. Les analystes de Lloyd's List Intelligence ont examiné les données après les faits et ont conclu qu'au cours de cette période, le navire avait presque certainement chargé une cargaison iranienne, probablement à l'île de Karg, le principal terminal pétrolier offshore d'Iran, tout en affichant un signal AIS indiquant qu'il se trouvait dans un port non iranien. Ce n'est pas de l'improvisation. C'est une capacité opérationnelle rodée, raffinée et exécutée de manière professionnelle qui fonctionne depuis des années au sein de ce que la communauté du renseignement maritime appelle la flotte fantôme. Si vous ne comprenez pas ce qu'est la flotte fantôme, vous ne saisissez pas la véritable nature du problème que les États-Unis viennent de se porter volontaires pour résoudre avec 15 navires de guerre et une publication sur un réseau social. La flotte fantôme est la partie de cette histoire qui devrait véritablement vous inquiéter. En tant que spécialiste des opérations de déception menées par des États adversaires, je peux vous dire que la flotte fantôme est un réseau de centaines de navires. Certains analystes avancent même le chiffre de plus d'un millier, opérant totalement en dehors des normes habituelles de suivi maritime. Ils utilisent des leurres AIS, des pavillons de complaisance, y compris des registres de pays sans littoral, et des structures de propriété en cascade de sociétés écrans conçues pour rendre la propriété réelle intraçable. Ils pratiquent le blanchiment de cargaison, transférant le pétrole entre navires en pleine mer pour rompre la chaîne de preuve entre l'origine et la livraison. L'Iran a développé des versions de cette infrastructure depuis des années face aux sanctions américaines. La Russie l'a largement adoptée après 2022, lorsque les sanctions occidentales ont limité son accès au marché du transport maritime traditionnel. La Corée du Nord
utilise des méthodes similaires pour transporter charbon et carburant depuis près d'une décennie. C'est le dark web du transport maritime international. Il est vaste, sophistiqué et patient. Il a été conçu précisément pour anticiper les actions coercitives que les États-Unis viennent d'annoncer. Une étude de Lloyd's List a révélé qu'en moyenne, environ la moitié des escales de pétroliers dans le port irakien Qasr sont falsifiées chaque mois. La moitié. Des centaines de voyages falsifiés chaque mois dans un seul port, identifiés par des analystes utilisant des données satellitaires croisées avec les signaux AIS. Imaginez le chiffre réel à l'échelle du Golfe. Pensez à la véritable circulation du pétrole iranien sous sanctions, en tenant compte de tous les navires opérants comme le Rich Star. Ensuite, demandez-vous, que peuvent réellement faire 15 navires de guerre positionnés à un goulet de 34 km face à cela? Vous pensez avoir entendu le pire, mais ce n'est pas le cas. Ce que je vais vous décrire maintenant, c'est la séquence réelle des événements au cours de ces 12 heures cruciales et ce qu'elles révèlent sur le fossé entre les déclarations du CENTCOM et ce que la marine américaine peut réellement imposer sur le terrain. Le blocus entre en vigueur lundi après-midi. Rapidement, les navires commencent à prendre des décisions inattendues. Deux porte-conteneurs, initialement en route vers Bandar Abbas, le principal port commercial iranien, changent soudainement leur code de destination AIS pour une formulation vague, port du Golfe Persique. Pas de localisation précise, pas d'engagement, juste une direction floue sur des centaines de kilomètres de côte, gagnant du temps pendant que les équipages et les armateurs évaluent jusqu'où les Américains iront. D'autres navires s'arrêtent complètement. Certains ralentissent à vitesse minimale. Les zones de mouillage au large des côtes émiraties et dans le golfe d'Oman se remplissent de navires à l'arrêt, brûlant du carburant, calculant le risque, attendant. Le CENTCOM observe tout cela. Il voit les navires stoppés, les destinations AIS changer, la conformité des opérateurs qui jugent que le risque de confrontation n'en vaut pas la peine. Dans les premières 24 heures, le CENTCOM publie un communiqué. Aucun navire n'a franchi le blocus américain. 6 bâtiments marchands ont respecté les directives des forces américaines. Le blocus fonctionne. Cette déclaration est techniquement exacte, mais stratégiquement trompeuse. Pendant que le CENTCOM compte ses navires conformes et rédige son récit de succès, le Rich Star effectue sa manœuvre. Voici ce que le communiqué du CENTCOM ne mentionne pas. Le blocus, selon les termes du CENTCOM, s'applique aux navires entrant ou sortant des ports et zones côtières iraniens. Le Rich Star a chargé 250 000 barils de méthanol à Amria, aux Émirats arabes unis, qui n'est pas un port iranien. Par conséquent, selon la définition légale du blocus, le Rich Star n'y est pas soumis. Le navire respecte les termes déclarés du blocus tout en transportant une cargaison probablement chargée dans un terminal iranien, puis transférée via un port émirati, créant ainsi une ambiguïté juridique. C'est là le génie opérationnel de l'Iran et de la Chine. Ils ne combattent pas le blocus, ils le rendent sans objet. Ainsi, le mardi, quelques heures après la déclaration de succès du CENTCOM, le Rich Star effectue son transit. Il entre dans le détroit d'Ormuz et passe. Les données de suivi confirment son passage. Des journalistes spécialisés observent. Le navire se dirige vers l'est dans le golfe d'Oman avec pour destination le port omanais de Sohar. Le blocus, selon son architecte, vient de laisser passer un pétrolier chinois battant pavillon malawite, inscrit sur liste de sanctions, transportant une cargaison iranienne. L'histoire ne s'arrête pas là. Ce qui suit n'a pas été correctement analysé dans les médias occidentaux. Dans le golfe d'Oman, le Rich Star effectue un brusque virage vers le nord, revenant vers le détroit. Ce n'est pas dû à une destination atteinte ou à une avarie mécanique. Selon Martin Kelly,
Expert en sécurité maritime du groupe EOS Risk, le dispositif américain de blocus est positionné à l'est du détroit, dans le golfe d'Oman et la mer d'Arabie. Après avoir traversé le détroit, le Rich Star a rencontré cette ligne d'interception et a fait demi-tour. Ce détail change tout. Le navire n'a pas livré sa cargaison ni navigué librement vers la Chine. Il révèle un fait crucial que les analystes navals et les planificateurs stratégiques devront affronter. La portée géographique de l'exécution américaine ne correspond pas à ce que Washington a déclaré. Il existe un écart documenté, confirmé par satellite et vérifié par AIS entre les annonces du président et ce que la marine peut réellement imposer. Le Rich Star, avec son équipage chinois, son pavillon fantôme et ses 11 jours de données de positionnement falsifiées, a cartographié cet écart en temps réel devant l'industrie maritime mondiale. Chaque opérateur de la flotte fantôme examine ces données en ce moment même. Chaque avocat maritime conseillant des négociants en pétrole iranien les scrute également. Chaque cadre de compagnie maritime chinoise transportant du brut iranien les analyse. Il dispose désormais d'un dossier documenté montrant où commence l'exécution américaine et où se termine la zone grise juridique. Voici la réalité militaire que Washington ne souhaite pas que vous examiniez de trop près. Les eaux territoriales iraniennes s'étendent sur les deux couloirs de navigation du détroit d'Ormuz. Cela signifie que tout navire américain qui intercepte ou arrête un bâtiment à l'intérieur du détroit opère en territoire iranien. Ce n'est pas une subtilité juridique, c'est un casus belli, un acte de guerre. C'est pourquoi le dispositif américain est positionné à l'est du détroit, dans le golfe d'Oman, et non à l'intérieur. L'écart entre l'embouchure et du détroit et la ligne d'interception américaine est exactement l'écart exploité par le Rich Star. Le navire transit proprement. L'Amérique doit attendre qu'il sorte. À ce moment-là, le calcul diplomatique devient presque impossible à résoudre. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi la Chine est le mur que les planificateurs stratégiques américains ne peuvent pas escalader. La Chine reçoit environ 13% de ses importations pétrolières directement d'Iran. La flotte fantôme, le leurre AIS, toute l'architecture d'évasion ont été construites ensemble, précisément en anticipant ce moment. Si la marine américaine arrête physiquement un navire chinois, c'est un acte de guerre contre une puissance nucléaire dotée de la plus grande armée permanente du monde. C'est un détonateur potentiel pour un conflit qui ferait paraître tout ce qui se passe dans le golfe Persique comme une simple escarmouche. Le langage juridique soigneusement choisi du CENTCOM, port non iranien, était une concession diplomatique délibérée pour éviter cette confrontation. Mais la flotte fantôme exploite spécifiquement cette concession. Le Rich Star transportait du méthanol depuis un port émirati, légalement propre, opérationnellement iranien. Washington le sait et ne peut pas agir sans franchir une ligne qu'il n'est pas prêt à franchir. Soyons clairs sur ce que représente réellement ce moment. Avant ce conflit, 138 navires traversaient le détroit chaque jour. Ce nombre s'est effondré. Les dommages économiques sont déjà mondiaux, sévères et croissants chaque jour. Contourné par le cap de Bonne-Espérance, ajoute 10 jours à chaque voyage entre le Golfe et l'Asie. 10 jours de carburant, de frais d'équipage, de coûts d'affrètement multipliés sur des centaines de navires, faisant monter le prix de tout dans une économie mondiale qui n'a plus aucune marge pour l'absorber. Pour avoir observé des empires commettre des excès toute ma carrière dans le renseignement, je peux vous révéler la véritable leçon du Rich Star. Ce n'est pas seulement une question de navire, mais d'un système. L'Iran et la Chine ont patiemment construit une infrastructure d'évasion prête pour le jour où la puissance navale américaine tenterait de contrôler cette voie d'eau. Pavillons fantômes, signaux falsifiés, sociétés écrans, blanchiment de cargaison et zone grise juridique. Lorsque ce jour est arrivé,
Cette infrastructure a fonctionné. Pas parfaitement. Le riche Star a fait demi-tour, mais cela a prouvé qu'un écart existe. Dans le monde des flottes fantômes, un écart prouvé est une autoroute. Le détroit d'Ormuz a englouti les ambitions de tous les empires qui ont tenté de le contrôler. La réalité est que 15 navires de guerre et une publication sur les réseaux sociaux ne constituent pas un blocus, mais une mise en scène. Le Rich Star a mis cette mise en scène en lumière devant le monde entier. Un seul navire, 36 000 tonnes, le pavillon d'un pays sans accès à la mer, un signal GPS falsifié et 12 heures qui révèlent où s'arrête réellement la puissance américaine.